Bien, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, je vais moi démarrer par l'évaluation des enseignants. Alors, j'explique un peu le contexte. Donc, quand le projet de décret est sorti, bon, effectivement, quand on lit un peu la prose ministérielle et la brutalité avec laquelle elle s'impose, et lorsqu'on est chercheur et qu'on lit des contre-vérités sur le fonctionnement de l'école ou sur des messages un peu subliminaux comme ça sur la responsabilité des individus, on se doit de réagir. Donc j'ai proposé au Café Pédagogique notamment un papier sur un peu une contre-analyse de ce décret que je vous propose. D'ailleurs, je constate qu'il est aussi ce texte dans le fascicule L'école de l'égalité, donc je vais repartir de là. Et comme c'est une version orale et qu'on m'a dit que j'aurais vraiment beaucoup de temps pour m'exprimer, donc peut-être que je vais faire des digressions qui ne sont pas présentes dans le papier lui-même. Alors, premier point, donc l'évaluation des enseignants, retour sur donc le décret. Alors, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on peut opposer à cette forme de gouvernance, de management qui s'impose par l'évaluation. Alors, il me semble qu'il y a un certain nombre de pièges qui nous sont tendus. Et notamment, le premier piège, ce serait que, comme on sait que le texte sera controversé, comme celui actuel sur les enseignants-chercheurs, eh bien, le gouvernement, puisqu'on a réinventé les polarités politiques, maintenant c'est les forces de gauche qui sont conservatrices et les forces de droite qui ne le seraient pas. Donc, on voit bien que les gouvernements n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on réagisse négativement et que l'on soit taxé donc de conservateur. Donc, le conservatisme versus gouvernemental, ce serait celui des gens qui refusent l'évaluation. Alors, moi, il me semble qu'on n'a pas beaucoup à gagner à refuser en bloc l'évaluation, mais plutôt à dire que la façon dont on nous présente la question de l'évaluation est galvaudée, caricaturale et elle-même, en quelque sorte, archaïque. Donc, ce que je vous propose dans cette intervention, c'est de prendre le thème de l'évaluation au sérieux et de détricoter l'argumentaire, finalement, gouvernemental actuel qui l'accompagne. Alors, le premier point, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'évaluation des valeurs qui fondent un système éducatif, autrement dit l'évaluation des objectifs à atteindre. Or, on voit bien que le débat actuel sur l'évaluation prend des allures technocratiques et on omet de dire finalement quelle école est-ce qu'on veut construire et pour le coup à quel service l'évaluation est censée travailler. Or, on sait très bien que les systèmes de valeurs sont différents et sont concurrents. Est-ce qu'on travaille au nom de la réussite de tous pour dégager une élite, pour réduire les inégalités, ou on pourrait presque dire même pour les renforcer, presque les inégalités, tant qu'on ne met pas en place des accords entre les personnels et leur hiérarchie sur les objectifs qu'il y a à atteindre, il est complètement illusoire de penser une évaluation qui serait comme ça dans l'air, suspendue à aucun système de valeurs qui serait au moins partagé. Autrement dit, si on veut évaluer les enseignants, c'est par rapport à quelles normes que l'on veut fixer. Alors ça, c'est un élément qui est complètement occulté du décret sur l'évaluation et sur lequel on pourra revenir puisqu'on voit bien que finalement on oppose aux règles éthiques plutôt des règles de type bureaucratique et procédural. Deuxième argument, la relation entre l'évaluation et la transparence. Alors, ce qu'on constate lorsque l'on parle d'évaluation, c'est que on l'érige souvent au titre de la transparence, mais en général, on souhaite procéder à l'évaluation d'autrui et rarement soi-même. Et en l'occurrence, le gouvernement est pris quand même dans une sorte de contradiction assez incroyable, puisque dans le même temps, il brandit l'évaluation des personnels comme une nécessité vertueuse, et en même temps, rarement on a été confronté à aussi peu de transparence du point de vue gouvernemental, à un refus de l'évaluation des politiques éducatives qu'il mène. Alors, je fais référence pour ça au moins à deux sources.
D'une part, les statisticiens du ministère de l'Éducation nationale se sont érigés contre soit la rétention d'informations, soit contre l'instrumentalisation de leurs données à des fins politiques. Deuxième exemple, vous le connaissez, l'Association des journalistes en éducation s'est émue également de la rétention des notes d'information du ministère de l'Éducation nationale. Et je vous rappelle quand même que l'instance qui produit ces données s'appelle Direction de l'évaluation et de la prospective. Et depuis quand même un moment déjà, notamment depuis 2007, je pense que le premier coup a commencé avec le rapport Aubin-Pérou sur la carte scolaire, où à l'époque Xavier Darcos qualifiait ce rapport de double ânerie, et donc avait décidé que ce rapport ne serait pas diffusé, serait mis, comme on dit maintenant dans le langage, sous embargo, et il a fallu, nous chercheurs, feinter pour se procurer le dit rapport controversé. Et d'ailleurs, depuis le rapport Aubin-Pérou concernant l'assouplissement de la carte scolaire, oui, je reviens à mes moutons, eh bien, finalement, toutes les autres recherches ont été dans le même sens. Donc, on a affaire à un gouvernement et à un ministère de l'Éducation nationale qui est à la fois prescripteur d'évaluation pour les autres, mais très frileux en ce qui le concerne. Alors, le dernier point, quand même, concernant l'évaluation versus évaluation gouvernementale, c'est que quand certaines évaluations sortent, il arrive quand même que certaines sortent. Je pense notamment aux évaluations PISA, même si elles sont un peu discutées, à celles de l'OCDE notamment, qui montrent qu'il y a vraiment un manque en termes de financement et de part du PIB, notamment pour l'enseignement primaire. Lorsque les institutions internationales dénoncent l'accroissement de la concurrence éducative et le déclin corrélatif de la France dans les classements internationaux, eh bien, le ministère, au lieu de prendre ça comme, j'allais dire, une claque, une gifle, préfère soit contester le sérieux des évaluateurs, soit ne pas commenter les évaluations, ou soit leur faire dire n'importe quoi. C'est-à-dire, ah oui, en effet, il y a bien des inégalités en France, mais c'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans la concurrence. Vous voyez, donc, on a affaire soit à de la rétention, soit de la négation, ou soit à de la transformation. Alors, moi, je pense que si l'on veut accepter l'évaluation, on doit au moins espérer que l'évaluateur soit lui-même crédible, et je ne pense pas qu'on soit dans une ère de cet ordre-là. Alors maintenant, si je rentre dans le contenu même de l'évaluation qui est proposée, alors là, je vais parler plus comme un chercheur modéré, parce que c'est mon style. Eh bien, on voit qu'on s'obstine à centrer l'évaluation sur le mode de l'évaluation individuelle, comme s'il n'y avait pas d'autres évaluations possibles. Et moi, je pense qu'il faut que nous mettions sans arrêt en tension évaluation individuelle et évaluation collective, évaluation individuelle et évaluation de moi ce que j'appellerais des dispositifs éducatifs, c'est-à-dire des dispositifs assez lourds dans lesquels interviennent plusieurs types d'intervenants à différents niveaux. Alors, ces évaluations des dispositifs, alors d'ailleurs, en tant que chercheur, on n'emploie pas, nous, le terme d'évaluation, qui est un terme un peu connoté, sanction, un peu une connotation managériale. On parlerait plutôt de mesure des effets d'un dispositif, mesure des effets soit en termes d'augmentation ou de régression des inégalités de scolarisation ou d'acquisition des compétences. Des savoirs, excusez-moi, j'ai bien écouté tout à l'heure. Je suis très fatigué, donc je peux dire n'importe quoi quand je suis fatigué. Donc ces évaluations ou ces mesures d'effet, ces analyses des dispositifs, ce sont celles dont nous avons besoin. Par exemple, mesurer l'impact, les effets de l'assouplissement de la carte scolaire décidé en 2007. Qu'est-ce que ça produit sur l'augmentation ou la régression en termes de mixité sociale. Alors, ces évaluations donc, de dispositifs, je ne dis même pas collectifs en fin de compte, je préfère parler de dispositifs, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, ce sont celles dont on a le plus besoin, ce sont les plus pertinentes et en même temps, ce sont les plus rares. Si vous cherchez par exemple dans la littérature ministérielle des évaluations sur, je sais pas, par exemple les internats d'excellence,
sur l'accompagnement éducatif, hein, sur le lien entre ces dispositifs-là et les acquisitions de connaissances des élèves. Bon, alors, d'une part, ces données, elles arrivent, elles repartent. Quand elles arrivent, ça fait un petit peu de tapage médiatique dans les milieux pédagogiques. Et puis, quand on regarde de près, quand même, on se dit, bon, on nous a fait tout un ramdam sur ces dispositifs. Quand on regarde les moyens que s'est donné le ministère pour les évaluer, c'est vraiment petit bras d'un point de vue méthodologique. Je ne dis pas ça pour jouer de l'arrogance universitaire, mais il y a quand même beaucoup de travaux tout cuits sortant du ministère auxquels on donnerait quand même une très mauvaise note si on avait les évalués, s'ils étaient faits par un étudiant. Donc il y a de la désinvolture. Hein. Bon, on compare tout et n'importe quoi. Parfois, par exemple, on ne prend pas en compte les acquisitions, ce qui est quand même curieux dans une institution qui est supposée quand même transmettre des connaissances et non pas des compétences. Hein. On se soucie peu des aspects longitudinaux, hein, des aspects de parcours scolaire. Alors parfois sur le même objet, par exemple sur l'apprentissage de la lecture, on va voir 2-3 enquêtes qui ressortent du même ministère qui sont concurrentes sur le plan des méthodes, sur le plan des échantillonnages, hein, etc. etc. Hein. Et donc on en arrive à une conclusion où finalement nous sommes, nous en tant que chercheurs, devant sans arrêt une sorte d'opacité très forte pour appréhender le fonctionnement de l'école, donc pour évaluer l'école. Or, ce sont de ces évaluations-là dont on a besoin, et on aurait pu espérer que le décret en parle. Or, ce n'est pas du tout l'objet du décret. L'objet du décret, c'est de focaliser le fonctionnement de l'école sur des responsabilités de type individuel. Alors, pourquoi moi j'insiste sur la notion de dispositif? Parce que je crois que ce qui est assez déroutant dans ce décret, c'est que, mais c'est à l'image d'autres types de politiques, c'est qu'on veut calquer sur l'éducation en fait des rhétoriques, enfin, des doxas, des points de vue qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Bon, j'explique, par exemple, je vois certains de mes collègues chercheurs hein, qui écrivent, je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils disent, comment apprécier la plus-value d'un enseignant. Hein, la plus-value d'un enseignant. Bon, vous avez compris, déjà, on individualise d'une part, et d'autre part, on est dans la rhétorique économique. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi le problème qu'on a aujourd'hui, je voudrais en parler longuement, mais je pense que j'aurai pas le temps, c'est qu'on essaye de calquer sur les institutions qui produisent des biens immatériels, voire du lien, voire de l'éthique et de la morale, des outils de gouvernance et d'évaluation qui relèvent du champ économique, qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Bon, alors quand on essaie de mesurer la plus-value d'un établissement scolaire ou d'un enseignant, d'une part, c'est illusoire d'un point de vue méthodologique et infondé d'un point de vue éthique. Hein. Mais ça n'a pas l'air d'effrayer grand monde. Or, l'intérêt, enfin, si vous, ça vous effraie, parce que vous avez parfaitement compris le piège qui était tendu. Mais quand je parle, moi, d'évaluation des dispositifs, c'est pour dire que la chose éducative est coproduite par une multitude d'acteurs et qu'il est impossible, illusoire. On peut le faire avec des techniques statistiques qui sont très complexes mais qui ne sont pas du tout adaptées à la situation. Il est complètement illusoire de vouloir dégager des responsabilités individuelles. En matière éducative, comment par exemple pouvoir dire que effectivement tel élève qui est rentré dans les apprentissages, ça relève à 10% de la famille, 5% de la couleur des yeux de l'enseignant, 25% de la disposition de la classe. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans ce registre-là. On ne peut pas adapter des modèles économétriques à quelque chose qui relève du social. Et pourtant, l'impensé de l'évaluation telle qu'on la propose, c'est l'impensé économique. Or, moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'on évalue les dispositifs, on est obligé de prendre un tout, une interdépendance, comme on dit dans notre registre. Et par ailleurs, et c'est ça qui m'intéresse, c'est lorsqu'on évalue un dispositif, on est obligé d'inclure dans l'évaluation du dispositif la responsabilité de ceux qui en ont eu l'idée. Hein. Alors moi, je me suis amusé comme ça à lister quelques idées en disant, quand on évalue, finalement, c'est pas que la face la plus visible de l'iceberg qui est concernée, mais également les coulisses. Alors, par exemple, le dispositif, je sais pas, prenons par exemple, allez, l'accompagnement éducatif. Est-ce que ce dispositif a bien été pensé au départ ? Deuxième question, répondait-il à un besoin réel? Troisième question, la réponse institutionnelle était-elle pertinente et adaptée?
Vous voyez, quand on commence à gratter, moi je dis chiche, allons-y pour l'évaluation, mais on vous met dedans aussi. Les moyens consentis. J'ai remarqué, dès qu'on dit des mots qui dérangent, il se passe toujours quelque chose. Hein. Bon. Les moyens consentis étaient-ils suffisants? Autre question qu'on peut se poser, l'institution a-t-elle suffisamment formé et accompagné les professionnels qui le mettent en œuvre? Hein? On a des dispositifs qui sortent de nulle part et on dit débrouillez-vous. Mais par contre, on viendra vous évaluer après. Hein? Les responsables intermédiaires, les inspecteurs, les collectivités locales, les chefs d'établissement, se sont-ils approprié le dispositif? L'ont-ils suffisamment traduit, relayé, accompagné au plan local? Bref, ce que je suis en train de faire comme démonstration, c'est qu'en matière éducative, je dirais même en matière sociale en général, aller évaluer la plus-value d'un agent du Pôle emploi aujourd'hui, sans prendre en compte la genèse même de cette institution complètement folle. Hein. Donc on voit bien que dès qu'on commence un petit peu à décortiquer je dirais la démarche évaluative, on en arrive à des dimensions beaucoup plus complexes que la simple obéissance, je dirais, à des règles bureaucratiques et institutionnelles qu'on veut imposer aux enseignants. Alors j'en viens à mon troisième point pour dire qu'il y a un débat au sein de la communauté scientifique. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu ce débat parce que je suis sûr que c'est ça qui est en jeu et je pense qu'il y a des collisions parfois, ou des collusions, je ne sais pas comment on dit exactement, entre la recherche et le pouvoir politique. Hein. Les rapports ne sont pas que critiques, ils peuvent être aussi collaboratifs parfois. Alors, il y a donc deux écoles qui s'affrontent. L'une qui est centrée sur la recherche de l'efficacité des enseignants. L'efficacité des enseignants, vous en avez entendu parler, c'est ces recherches sur l'effet maître. Hein. L'effet maître est plus important que l'effet classe, qui est moins important que l'effet établissement. Bon. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est le décalage qu'il y a entre... je lisais encore ce matin dans le train, j'ai fait comme ça sur Google, voilà, recherche sur l'efficacité des enseignants. C'est repris partout. Hein, les thèses sur l'effet maître sont reprises partout, y compris dans des annexes parfois de textes ministériels, alors que même dans la communauté scientifique, ces thèses sont très controversées. Alors, moi, de mon point de vue, on ne peut pas isoler un effet maître qui ne serait pas surdéterminé par des éléments exogènes à l'action pédagogique singulière, notamment la composition des classes, la fréquentation des établissements scolaires, le niveau de ségrégation observé, les relations avec le contexte local et surtout ce que nous avons mis en exergue dans une recherche, les éléments, les relations qui unissent les établissements entre eux dans un espace local. Est-ce que ces relations sont de type concurrentiel, collaborative, coopérative? Quand on commence à enrichir un modèle statistique, si vous me permettez l'expérience, de tout un tas de variables qui ne sont pas uniquement des variables qui renvoient à l'efficacité propre de l'enseignant, on se rend compte qu'au fond, l'efficacité singulière d'un enseignant est très peu de choses par rapport au contexte éducatif dans lequel il enseigne. Autrement dit, on ne peut pas demander aux enseignants, dans des contextes ségrégés, anomiques, dérégulés, en grande crise, de faire l'impossible. Et je pense, moi, de mon point de vue, que la rhétorique même de l'évaluation en termes d'efficacité, le terme efficacité, est déjà du registre économique. Déjà du registre économique. Alors, efficacité, c'est toujours le même problème. Par rapport à quoi? Est-ce que l'efficacité, c'est de faire réussir à peu près bien tout le monde, de mettre tout le monde à un niveau moyen, ou plutôt de faire progresser les plus faibles ou de faire progresser les plus forts? On voit bien qu'à chaque fois, on a affaire à des controverses sur la nature des objets qu'il y a à mesurer. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces problématiques de mise en tension entre l'endogène au sein de la classe et l'exogène en termes de contexte, c'est que moi, je fais partie des chercheurs et on essaye avec certains collègues de s'en donner les moyens. Et là, il y a des vraies confrontations
académique, on pense que, en gros, l'action pédagogique est produite, et ce qu'elle produit en termes d'inégalité ou en termes de régression des inégalités, est produite par des facteurs sur lesquels l'enseignant n'a pas de prise. Ce sont les facteurs de politique éducative, ce sont les facteurs de régulation locale de l'action éducative. Alors, moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette problématique de l'évaluation, c'est comment est-ce qu'on fait ce qu'on appellerait, nous, du réductionnisme social, c'est-à-dire que la situation est d'une complexité considérable au départ, qui pourrait impliquer les choix gouvernementaux, la responsabilité du ministre, le rôle des institutions de formation et de régulation. Et finalement, pour en être quitte vis-à-vis de l'opinion publique, qui d'ailleurs n'avait rien demandé, pour dire, regardez, nous sommes des gens sérieux, on évalue le système scolaire, eh bien, on fait tout reposer sur les épaules de l'enseignant. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas seulement contestable politiquement, c'est intenable scientifiquement. Et à chaque fois que le politique convoque le scientifique, il me semble que c'est le rôle du scientifique de dire, écoutez, vous nous faites dire quoi là? Qui a dit dans notre communauté scientifique que l'efficacité de la démocratisation scolaire dépendait des enseignants singuliers dans leur classe? Il y a une très faible minorité de gens qui le disent, et qui le disent avec des travaux qui sont contestés. Alors pourquoi d'ailleurs ces travaux, on peut les contester? Bon, d'une part, ce sera un peu long à expliquer, mais parce qu'ils utilisent des modèles statistiques qui ne sont absolument pas, à mon sens, adaptés à l'observation des phénomènes sociaux, mais surtout, alors je vais employer un raisonnement un peu tautologique, mais effectivement, quand on ne prend que des variables internes à la classe, dans les modèles statistiques, on ne peut repérer que des effets de facteurs internes à la classe. Voilà. Donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut prendre des facteurs internes et des facteurs externes. Et quand on met à peu près les deux dans les modèles, ben on se rend compte que les facteurs internes sont finalement assez faibles. Mais si on ne met que des facteurs internes, ben il y a toutes les chances de mesurer l'impact de facteurs internes. Hein. Donc non seulement il y a des problèmes de choix de variables, mais il y a de surcroît des problèmes je dirais, d'adaptation de ces modèles statistiques à la situation qu'est l'enseignement. Un autre registre sur lequel fonctionnent ces modèles statistiques de l'efficacité des enseignants, c'est qu'ils présupposent une indépendance entre les variables. C'est comme si, par exemple, l'âge de l'enseignant n'avait rien à voir avec son lieu d'affectation. C'est comme si le lieu d'affectation de l'enseignant et son âge et sa formation n'avaient rien à voir avec le public qui était accueilli. Donc vous voyez, autant ça, on peut dire, dans des modèles par exemple qui veulent mesurer qu'est-ce qui impacte la croissance, est-ce que c'est le rôle des banques, est-ce que c'est le rôle du pouvoir d'achat, etc. On peut peut-être saucissonner la vie économique en facteurs et en variables. Et encore ce matin, je lisais dans le train un texte fait par des économistes qui contestaient cette façon de voir les choses. Mais nous, en sciences sociales, on considère que le social est relationnel. Il est interdépendant. C'est complètement artificiel de vouloir isoler des facteurs qui auraient un effet propre. Et moi, ce que je crains beaucoup, c'est que cette rhétorique des effets propres que cautionnent les chercheurs soit finalement le bras armé qui permettrait à l'État de dire écoutez, il y a des chercheurs qui disent qu'il y a une efficacité pédagogique qui relève en propre de l'enseignant, donc nous, on va mesurer votre valeur propre. Hein. Et de la valeur propre à la plus-value, finalement, il n'y a qu'un pas à franchir. Je regarde le modérateur. Pour l'instant, il te reste 10 bonnes minutes. Alors, quatrième argumentation. Alors là, je vais m'aventurer sur un terrain peut-être un petit peu scabreux, on va dire. Hein. C'est le fait de faire reposer cette évaluation sur les épaules du chef d'établissement, hein, ou sur le dos, hein, comme on veut. Hein. Alors, en quoi ça pose un certain nombre de problèmes? Bon, il y en a certains qui vous paraissent évidents, mais je pense que le premier de ces problèmes, c'est que moi, je ne vois vraiment pas comment, alors même que les chercheurs débattent entre eux, avec des méthodes complexes, avec des bases de données souvent difficiles à appréhender, je ne vois pas comment un chef d'établissement dans son coin, même avec la meilleure volonté du monde, je vais le dire directement, ne pourrait pas faire autrement que des erreurs. Hein? Bon, voilà. Allons droit au but. Arrêtons d'euphémiser ce qu'on a à dire. Mais on se rend bien compte que
si on voulait correctement évaluer un système scolaire, il faudrait quand même confier cette responsabilité à une commission en mettant des chercheurs qui défendent des options contradictoires sur un plan méthodologique, confronter les méthodes, etc., etc. Ou alors, il ne faut pas employer le terme d'évaluation, mais un terme, je ne sais pas comment, mais un terme peut-être plus neutre, quoique celui-ci est déjà quand même pas mal. Mais comment le chef d'établissement peut assumer cette responsabilité? Si ce n'est en faisant de l'évaluation à la petite semaine, avec des questionnaires un peu tout faits. Hein. Donc, on a plus à faire finalement à une évaluation sanction qui risque de devenir une évaluation sanction, mais on voit bien que finalement ce que le chef d'établissement pourrait prendre en compte, c'est des facteurs, j'allais presque dire un peu futiles, un peu illusoires, comme, je sais pas, l'obéissance aux règles collectives, comme le fait d'arriver à l'heure, etc., etc. Alors moi, si on démontre que le fait d'arriver à l'heure, ça augmente l'efficience pédagogique de l'action pédagogique, je veux bien. Moi, je suis pas très ponctuel en général, voilà. Donc, on voit qu'on aurait affaire à non pas de l'évaluation, mais de la pseudo-évaluation, qui, d'une part, tiendrait en respect l'enseignant, qui ferait du chef d'établissement le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant, ce qui, à mon avis, est contradictoire avec la liberté pédagogique chèrement acquise, mais en plus pour faire une sorte de bricolage, de bricolage institutionnel. Alors, d'autre part, moi, dans mon papier, j'explique que les chefs d'établissement n'ont pas grand-chose à gagner dans cette histoire. Ils ont même plutôt tout à perdre. Parce que, qu'est-ce que c'est la rhétorique? À quoi va en venir le gouvernement? Il veut en venir à faire en sorte que le fonctionnement de l'école ne dépende plus de lui, mais dépende des chefs d'établissement, des enseignants et des établissements eux-mêmes. Or, je pense que nous devons résister contre ce point de vue pour dire mais non, on tient encore, nous, à la logique de système. Et quand on sait que les chercheurs, eux, travaillent toujours à l'échelle agrégée, nous ne travaillons pas, nous, à l'échelle de l'établissement, mais au moins à l'échelle d'un quartier assez élargi, d'une grande agglomération, voire d'un département, voire d'une région. C'est là qu'on voit des effets de politique éducative en termes d'inégalité de scolarisation. Le fait de réduire l'avenir de l'école, finalement, à des configurations, des constellations d'établissements, on voit bien que ça va concourir à mettre les établissements encore en concurrence et à faire en sorte que finalement le gouvernement n'ait plus que les bons points ou les mauvais points à donner, mais que lui ne soit jamais concerné en propre par ces évaluations. Un autre argument contre l'évaluation faite par les chefs d'établissement, c'est que moi, je voudrais bien savoir quelle sera l'ambiance dans les établissements concernés. Bon. Alors, l'autre jour, je passais sur France Info, j'ai été interviewé parce que j'avais dit quelque part sur Internet que ce type de mesure allait conduire au clientélisme. Et David Henkoff, qui m'a interviewé, me disait « Mais monsieur Benayed, franchement, nous, ici, à France Info, on évalue tout le monde, il n'y a pas de clientélisme, quoi. Et pourquoi y en aurait-il dans l'éducation nationale? Mais comment voulez-vous qu'un chef d'établissement arrive à tenir s'il se met à mettre en porte-à-faux l'ensemble de son équipe pédagogique, s'il pratique des évaluations avec son consentement ou malgré lui, qui de toute façon serait perçu comme arbitraire? Donc je pense que soit il cherche la guerre et puis il la trouvera, soit il cherche la paix sociale et à ce moment-là on fait chou blanc, ça ne sert à rien, quoi. On a un dispositif, un jeu à somme nulle. Mais ce qui m'inquiète aussi du côté de cette mesure, c'est un autre aspect, alors je le dis avec prudence, mais on fait comme si les chefs d'établissement c'était des corps homogènes, qu'ils étaient tous pareils, tous aussi pertinents, efficaces. Bref, alors moi je serais tenté de dire, mais si c'est le chef d'établissement qui évalue, qui va évaluer le chef d'établissement? Et qui va évaluer celui qui évalue le chef d'établissement? Vous voyez, on n'en finirait pas. Au bout d'un moment, on aboutirait à un truc qui s'appelle l'élection, vous voyez, qui serait le dernier élément d'évaluation du sommet de la pyramide. Non, mais plus sérieusement, quand on fait, nous, des travaux monographiques dans les quartiers, bon, je suis désolé, c'est pas très classe de le dire, mais on observe souvent que s'il y a une variable parfois qui est assez déterminante, ça peut être la variable éventuellement chef d'établissement. C'est-à-dire qu'on voit des établissements qui, en 2 ou 3 ans,
j'ai ça dans mon entourage proche en ce moment, hein, avec des actions de médiation organisées par l'inspection académique, enfin bon, etc., etc. Bon, en 2-3 ans, hein, un chef d'établissement, excusez-moi de le dire, mais peut s'aborder un établissement, peut faire tout et n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas dans... Et il peut faire le contraire aussi, hein, ça dépend des configurations. Voilà. Hein. Mais tout ça pour dire que c'est quand même assez curieux qu'un système qui se dit républicain fasse reposer autant de responsabilités, au fond, sur un acteur singulier qui va évaluer lui-même, hein, des acteurs singuliers. Et autre élément qui moi, m'inquiète, je dirais presque le plus, hein, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces évaluations, finalement? Qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Bon, des objets d'avancement de carrière, etc. Bon, moi, ce que je crains beaucoup, et on le voit très bien dans les enquêtes sur les établissements fragiles, c'est que les conflits récurrents entre l'équipe pédagogique et les enseignants sont très dévastateurs quand les établissements sont pris dans des spirales de ghettoisation. Et moi, ce que je crains beaucoup, c'est que si les chefs d'établissement prennent cette responsabilité comme un petit joujou institutionnel qu'on leur a confié, s'ils essaient de le faire trop sérieusement et qu'ils aboutissent rapidement à des situations de blocage ou d'échec, je pense que tout ça, ça se saura et que les familles jugeront. Et que je n'ose pas imaginer dans l'état de concurrence qui est le nôtre actuellement, l'impact, les effets absolument négatifs qu'auraient des rumeurs, de mauvaises relations entre les enseignants et puis le chef d'établissement. Bref, j'ai l'impression qu'on a quand même une bombe à retardement, hein, qu'on mettrait comme ça dans les établissements, peut-être pour mieux en finir d'ailleurs avec l'idée de service public. Hein. Alors pour finir, et je conclurai sur les chefs d'établissement, ce matin dans la table ronde, je crois qu'on a cité le cas de Pôle emploi ou de la Poste. Bon, moi j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'est un peu comme ça que je conclus mon propre article, sur le fait que aujourd'hui, notamment à Pôle emploi, regardez encore la Poste, ceux qui craquent en premier, tout à l'heure on parlait de cas de suicide, etc., c'est justement les agents évaluateurs. Hein. Donc, autrement dit, les évalués sont sous pression, mais les agents évaluateurs ne le sont pas moins. Pourquoi? Parce que, étant dans une position de cadre, étant dans une position intermédiaire vis-à-vis de l'institution, ils sont soumis à une pression en termes de, j'allais dire, d'obligation de résultats considérable. Or, les chefs d'établissement vont se retrouver avec une arme assez futile qui est l'évaluation, mais une surresponsabilité politique et institutionnelle dans un contexte où ils ne font que de jongler avec des injonctions paradoxales. Vous voyez, je prends un exemple, alors c'est sur mes terrains de recherche. Voilà, je ne citerai pas le lieu, mais j'ai un chef d'établissement, voilà, qui m'écrit régulièrement et qui me dit, écoutez, moi j'ai un établissement qui était ghettoisé. J'ai réussi à le redresser. Ça marchait à peu près bien. Depuis 2007, je ne sais plus quoi faire. Ça part dans tous les sens. Les familles viennent prendre des rendez-vous individuels comme s'ils étaient dans le privé, me demandent des indicateurs, me disent qu'elles ont droit de ci et de ça, et le chef d'établissement, toutes les semaines, il m'envoie un mail pour me dire « la situation se dégrade, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire moi, en tant que chef d'établissement? Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde ?» Je réponds « vous, rien ». Voilà. Et vous subissez une situation où on a mis entre les mains des familles un outil qu'on appelle l'assouplissement de la carte scolaire qui leur permet de faire un petit peu leur marché, mais en même temps l'État dit il faut obtenir de la mixité sociale dans les établissements scolaires. Autrement dit, on fait tout et son contraire, et sur qui repose la responsabilité de ces contradictions? Parce que quand on est ministre, c'est facile les contradictions. Il suffit de dire que les chefs d'établissement, vous savez, dès les années 90, hein, il y avait déjà des circulaires qui disaient la mixité sociale et de la responsabilité des chefs d'établissement. Ah oui, mais si on ouvre une vanne du haut sans les avoir concertés, qui met à plat leur travail, comment voulez-vous qu'ils arrivent encore à assumer cette responsabilité? Donc ce que je crains, c'est des chefs d'établissement au centre des contradictions, en train de jongler avec des orientations tout aussi contradictoires les unes que les autres, et complètement finalement dépourvus, et devant par ailleurs rendre des comptes à leur hiérarchie, alors même que leur établissement n'atteindra pas le niveau qu'ils souhaitaient. Et je ne pense pas que l'outil de l'évaluation permette en quoi que ce soit d'améliorer le fonctionnement des établissements eux-mêmes. Voilà, merci.